Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation de la 7e édition des conférences Lingué, une conférence qui porte aujourd'hui sur le thème de l'entrepreneuriat face aux défis de l'employabilité. Alors, comme vous le savez, les conférences Lingué, ce sont des conférences qui misent sur un partage d'expériences. Ce sont des ateliers de transmission pour justement permettre à uns de bénéficier des connaissances des autres. À l'initiative de cette conférence, il y a Madame Dorine Gay Mbaye, qui est fondatrice du magazine Étoile africaine, qui est également professionnelle des médias. Si je devais parler de Dorine aujourd'hui, je dirais voilà, qu'elle est professionnelle des médias, mais qu'elle est surtout une militante de l'esprit d'entraide, de la collaboration, de la transmission, parce que, étant convaincue de l'importance de la transmission pour l'évolution de l'être humain, tout simplement. Alors, encore une fois, re-bienvenue à cette 7e édition des conférences Lingué. Avant de démarrer le panel, je vais remercier les partenaires, le cinéma qui nous reçoit ce soir et qui nous reçoit d'habitude, Nounou Design, qui m'a paré de cette belle étoffe que j'ai mise sur ma robe. Merci Nounou. Le cabinet d'expertise comptable Greco Falegay, représenté par Monsieur Abdoulaye Gay qui est dans la salle. Newdem, qui vient nous rejoindre dans le partenariat. C'est une plateforme de billetterie pour événements. Et voilà, merci donc à tous ces partenaires qui nous ont réunis ce soir sous l'initiative de Madame Mbaye Dorine pour parler d'entrepreneuriat et d'employabilité, un thème très en vogue, on va dire, en ce moment. Alors, nombreux sont ceux qui s'investissent, vous le savez, dans l'entrepreneuriat. Combien réussissent, comment faire pour devenir employable, quelles sont les responsabilités qui incombent à l'employeur et celles qui appartiennent à l'employé. C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir avec nos panélistes que je m'en vais vous présenter tout de suite. Alors, j'ai Madame Ndiaye Rokhaya du cabinet de ressources humaines Aeropartners. Aeropartners, c'est un cabinet de conseil en management du capital humain spécialisé dans la transformation organisationnelle. Et son cabinet accompagne les entreprises privées, publiques et les institutions internationales dans la mise en place de politiques de ressources humaines qui positionnent l'humain au centre de leur développement. À côté de Madame Ndiaye, nous avons Monsieur Mohamed Ben Yayassi. Il est entrepreneur qui, après ses études et une expérience en France, a décidé de rentrer définitivement au Sénégal en 2015 pour participer au développement de son pays. Et depuis 2018, il dirige une agence de communication qui s'appelle Ahmed City SARL, à la fois un studio graphique et de communication. Ahmed City propose une gamme de solutions graphiques à différents types d'entreprises allant des startups, PME, PMI, aux groupes, institutions, associations et les accompagne dans la réalisation de leurs projets. Et enfin, donc, il y a Madame Amina Diagne Agbo-Ponzo. Elle est fondatrice de Minapro. Minapro, qui est une SA qui a formé et accompagné plus de 1000 personnes sur l'entrepreneuriat et les thématiques liées au développement personnel et de carrière à travers des sessions de formation en présentiel, mais aussi en ligne. Elle est membre fondateur de FESTIC, c'est l'association des femmes sénégalaises dans les technologies. Et elle est lead de la commission en formation de JIDER, qui est jeune entrepreneur africain œuvrant pour le développement économique régional. Voilà, donc un panel que j'imagine déjà très enrichissant de par de la qualité des intervenants. Et avant de passer la parole à nos chers panélistes, je vais vous parler juste un peu du déroulé, si vous le permettez, de la rencontre. J'aurais aimé aussi qu'on puisse procéder, si vous le voulez bien, à l'identification des profils que nous avons dans la salle, avant de passer la parole aux panélistes.
Est-ce que je peux savoir dans la salle, est-ce que nous avons plus affaire aujourd'hui à des entrepreneurs? Combien d'entrepreneurs avons-nous dans la salle? « 17, j'ai compté, moi. OK. Alors, combien qui s'apprêtent à se lancer dans le monde de l'entreprise et qui ne savent vraiment pas par où? On en a un qui ne savent pas par où commencer. 1, 2, 3, 4. Levez les mains, ne soyez pas timides. Parce que vous avez besoin de conseils et les personnes et vous avez la chance d'avoir les personnes qu'il vous faut pour vous conseiller. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, parfait. Donc 17 entrepreneurs, 6 qui veulent se lancer. Combien d'étudiants? Alors, ils sont à la fois étudiants et ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas mal. Donc, 6 aussi également. Bon, ça nous donne déjà une idée, voilà, de la cible, de l'échantillon. C'est important. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Madame Rokhaya Ndiaye, du cabinet Hero Partner. Je vais te laisser, Rokhaya, te présenter rapidement, présenter ta structure. Et avant de passer à ce que tu fais concrètement, j'aimerais surtout que tu insistes sur le terme employabilité. Qu'est-ce que c'est l'employabilité? Parce que moi, c'est un terme qui m'a parlé hier. Et voilà, je veux que tu nous expliques, mais de manière très accessible, à la limite vraiment pédagogique, c'est quoi l'employabilité? Merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Dorine et Étoile Africaine. Donc, moi, je suis Rokhaya Ndiaye et tout le monde m'appelle Ro, donc vous pouvez m'appeler Ro. Et donc, j'ai créé le cabinet Ro et Partenaires il y a 3 ans et demi, après une expérience internationale dans les ressources humaines. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler dans les ressources humaines, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur du développement international, et j'ai aussi eu la chance de travailler dans beaucoup de régions du monde, ce qui m'a permis d'être confrontée à beaucoup de problématiques sur le développement du capital humain. Donc, je fais les ressources humaines parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, mais aussi c'est ce que j'aime faire. Donc je suis passionnée par tout ce qui est en relation avec le management humain, le management organisationnel, en relation avec les hommes dans les organisations. Et puis après plus de 20 ans de carrière à l'international, je pensais que je pouvais rentrer au Sénégal pour des raisons personnelles, mais aussi parce que je pensais que je pouvais être utile en partageant mon expérience, mais aussi mettre au service des organisations et des personnes les acquis, les compétences que j'ai acquises pendant mon parcours professionnel. Donc, ça me donne la légitimité de parler de l'employabilité parce qu'en fait, l'employabilité, c'est, pour être très simple, c'est les compétences que vous avez qui vous permettent de vous positionner sur un marché de l'emploi. Et vous positionner, et comme je le disais, je ne sais pas avec qui je discutais à l'instant, l'être humain aspire à son épanouissement personnel, point. Comment est-ce qu'on accède à son épanouissement personnel? Je vous renvoie à la chose la plus connue qui est la pyramide de Maslow. Et dans la hiérarchie des besoins de l'être humain, à un moment, il y a un besoin d'accomplissement. Et donc, comment est-ce qu'on est accompli? C'est parce qu'on a un travail qui nous permet d'avoir la reconnaissance, le positionnement, l'épanouissement dont on a besoin, physiologique, ainsi de suite. Donc, pour être simple, c'est quelles sont les compétences que j'ai acquises pendant mon parcours qui me permettent de choisir ce que je vais faire sur le marché du travail. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai la capacité de trouver l'emploi qui me convient sur le marché du travail? Juste pour arrêter là, j'espère qu'on aura beaucoup plus d'échanges sur l'employabilité. Et c'est un terme qui me passionne parce que dans mon activité, ce que je fais le plus, c'est aider les personnes à comprendre quelles sont les compétences qui leur permettent de réussir. Donc c'est aussi simple que ça.
parcours. Ce qui est intéressant avec Mohamed, c'est que il a travaillé, comme je l'ai dit, dans le privé, mais aussi dans l'administration. Aujourd'hui, il a monté sa boîte. Il est donc entrepreneur et j'aimerais qu'il nous parle un peu de son parcours, parce qu'à un moment, il lui est arrivé d'être sur le marché de l'emploi pour trouver du travail. Et aujourd'hui, il est patron, donc il emploie des gens, donc il a exploré les deux côtés. Et j'ai pensé que ce serait un bon cas pratique, justement, pour qu'il nous dise les écueils auxquels il a été confronté de part et d'autre. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir un soubassement pour prolonger la réflexion. Mohamed, c'est à toi. Merci à toi, Sarah. Bonsoir à tout le monde. Merci à Dorine pour l'invitation et les panélistes. C'est vraiment un plaisir d'être là aussi, de partager surtout avec d'autres personnes, parce que ça permet surtout de faire le bilan, d'avancer et de se mettre un tableau SWOT toujours. En fait, moi, j'ai un parcours atypique parce que je suis économiste de formation. J'ai eu à travailler dans l'informatique, où j'ai été consultant en recrutement sur des projets informatiques. J'ai également été consultant en stratégie d'entreprise et j'ai saisi une opportunité à la suite d'une rencontre quand je venais au Sénégal en vacances en 2013, et je suis vraiment tombé dans la communication, parce qu'en fait ça m'a permis de savoir que j'avais l'âme d'artiste. J'étais plus prédisposé à tout ce qui était création. Donc quand un client venait ou quand j'étais en agence de communication, je sortais chaque jour content de ma journée de travail. J'étais fier parce qu'on est plus dans les livrables. Et on se rend compte quand on est vraiment utile, dans la mesure où quand on fait une enseigne, quand on fait un site internet qui marche, quand on met en place une campagne digitale, une campagne marketing, et surtout quand on accompagne un entrepreneur qui crée une charte graphique, son logo, ses cartes de visite, ses plaquettes, et qui viennent après te dire merci, cette année on a fait 20 millions de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est vraiment qui te met dans la réalité. Parce que quand tu es consultant, c'est quelque chose aussi qui est très compliqué, parce que c'est voir des solutions là où les gens voient des problèmes. Donc être dans la communication, déjà peut montrer aux autres, je pense, qu'il s'agit que les diplômes ne font pas tout. Le diplôme, il vous aide à 20%, et que 80% du temps, c'est la logique, c'est un parcours, c'est une destinée, et surtout, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc là où on veut être. Donc on est obligé de se faire une projection. Ça me permet de rentrer dans le sujet, en sachant que j'ai eu la chance de faire beaucoup d'entretiens, de faire des entretiens à des développeurs, à des consultants, mais également il a fallu que je sois de l'autre côté et que je puisse me vendre. Maintenant, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il peut arriver que Sarah et moi, nous ayons les mêmes profils. Même diplôme, même âge, même motivation. À la fin de la journée, le RH, le chargé de recrutement, doit prendre une décision. En ayant travaillé dans des cabinets de recrutement, on se rend compte que parfois, l'habillement, la couleur de la cravate, le fait qu'il ait un type de téléphone, ou un sourire, ou un loisir, peut être déterminant. Et on se rend compte que aussi, il y a la manière d'être, il y a le fait d'être à l'heure, il y a le fait d'être réceptif aussi, d'être poli. Donc les soft skills, comme on dit. Donc tout ça rentre dans le dispositif de l'employabilité. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui est très important et que moi je dis à mes collaborateurs ou les gens que je côtoie, ou quand les parents, quand on rentre, viennent vous voir dans le quartier pour vous dire ma fille doit faire un master, ou des fois tu encadres des sujets de master. Il y a aussi l'encadrement, c'est-à-dire
le réseautage, la lecture, s'intéresser à ce qui nous touche, vraiment, quand on veut évoluer dans tel secteur, le système de mentorat. Nous, la chance qu'on a eue, je pense que quand on a fait nos études en France, ou même ceux qui le font ici, c'est qu'on a eu des référents. Quand on a un référent, on se dit dans 10 ans, dans le secteur ou dans le domaine dans lequel j'évolue, si je travaille dur, si je fais mes preuves, je peux être directeur financier. Par exemple, dans 10 ans. Si tu es contrôleur des gestions, si tu es expert comptable, ou si tu es même, par exemple, analyste financier. C'est un exemple. Comme par exemple, dans tout ce qui est RH, tu es consultant en recrutement, après administration du personnel, après tu peux aller dans des thématiques. Et le summum, c'est quand tu es vraiment dans un cabinet de chasse de tête. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, il faut toujours se dire que quand on va chercher du travail, par exemple, si on reste dans le côté employabilité, on vient chercher une sécurité. Parce que le travail, c'est échanger son temps de loisir contre une rémunération. C'est ce qu'on est basculé dans les liens de subordinalité. Donc, quand on était tranquillement chez soi ou quand on faisait des études, il y a quelqu'un qui a tout plaqué, qui a pris des risques, qui a investi, qui s'est battu. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile pour arriver là où il est. Pour que tu puisses venir être dans la salle d'attente, te connecter, déposer ton CV pour demain avoir un poste de travail, un contrat, tout ce que vous voulez. Donc, je pense que si je continue, on va y passer la nuit. Pour vous donner les grandes lignes. Maintenant, après, tout dépend de comment vous entendez et les questions qui vont arriver derrière. Maintenant, moi, ce que j'ai appris, c'est que en tant qu'entrepreneur, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a un facteur chance, il y a un facteur organisation. Et Ro a parlé, excuse-moi si je peux le permettre, de knowledge, on va dire, d'employabilité, de compétences. Pour moi, après 15 ans, on va dire, aujourd'hui, et 6 ans dans l'entrepreneuriat, les savoirs, en fait, c'est connecter des savoirs. C'est-à-dire ce que j'ai accumulé dans le cadre de mes études, dans l'économie ou à Paris 10 et à Paris 1. Aujourd'hui, le fait de le connecter à mon parcours professionnel ou entrepreneurial, chaque fois que je connecte deux savoirs, ça crée une lumière, ça fait une explosion. Et pour moi, c'est ça la compétence. C'est-à-dire, aujourd'hui, le fait quand j'ai monté ma boîte, j'ai passé 1 an à travailler à m'enfermer. Je n'ai pas prospecté, je n'ai pas été en mode statut, nous sommes l'innovation, non du tout. Aujourd'hui, je ne prospecte même pas. Nous avons en 6 ans, je pense, on est à 250 millions de chiffre d'affaires. On travaille avec Total Energy, CFAO, RIA, Sagemcom. Et je vous assure qu'on n'a vraiment pas prospecté parce qu'il fallait se préparer. On a laissé faire le bouche à oreille, le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'un client qui est satisfait, il te ramène d'autres clients. Et ça me permet, moi, de me préparer, parce que si on s'éparpille, si on travaille dans des grands groupes, si on s'éparpille, après, on n'est pas dans la qualité. On bascule plus dans la stratégie d'entreprise. Mais pour revenir à ce que je disais, la connexion de savoir, moi, ce que j'ai appris en stratégie d'entreprise, je le vis chaque jour, c'est-à-dire le fort pouvoir de négociation du fournisseur. Aujourd'hui, Ro ou Sarah veut des t-shirts personnalisés pour un team building. Je ne fabrique pas les t-shirts. Je suis obligé de les commander, de les acheter. Sauf que le fournisseur, il m'oblige à prendre toutes les tailles. En exemple, S, L, M. Alors que Sarah, il y a une solution personnelle, il y a une offre qu'elle fait, un produit défini, c'est-à-dire il y avait des t-shirts M. Et le fournisseur aujourd'hui m'oblige à acheter tous les t-shirts. C'est-à-dire c'est par paquet. Et il y a la concurrence aussi. C'est un secteur qui est très très concurrentiel. Donc on peut dire je vais faire pareil, on est dans le marketing digital, on va faire des sponsoring et tout sur Internet, SEO, inbound marketing. C'est des termes. Et par exemple, nous, quand on est venu, on a mis en place ce qu'on appelait la connexion digitale. Mais ça, encore une fois, c'est au fur et à mesure qu'on grandit,
en tant que salarié Oui. dans les entreprises et en tant qu'entrepreneur, et surtout en travaillant sur des thématiques, sur des dossiers. Oui. Par exemple, chez nous à Ahmed City, chaque dossier est vu comme un projet. Mais vraiment comme un projet. Alors, Mohamed, si tu permets, on va revenir un peu sur l'expérience avec Ahmed City. Ce que j'ai retenu de ta présentation, surtout par rapport au thème, parce que je voudrais qu'on reste aussi dans le cadre de ce thème-là, c'est tout à l'heure quand tu as donné l'exemple en disant que tu as investi, est-ce que finalement tes employés se rendent compte aujourd'hui que voilà, tu es un patron, tu as énormément de charges et qu'à la fin, tu dois prendre justement en charge toutes ces charges, en plus d'avoir vraiment les résultats que tu vises. En fait, je ne sais pas quelle compréhension on a à la salle, mais le thème, c'est l'entrepreneuriat face au défi de l'employabilité. Et cela, quand on pose une question comme ça, tout de suite, c'est comme s'il y avait, et vous me direz si j'ai tort, une inadéquation entre une inadéquation des compétences acquises par rapport à celles qui sont exigées sur le monde du travail. Moi, c'est comme ça que c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, à mi-chemin entre l'entrepreneuriat et justement l'employabilité, on va parler beaucoup de formation. Donc c'est le lieu d'introduire Amina, parce que je pense que la formation, c'est ce qui peut permettre, mais vraiment aussi bien à l'employeur qu'à l'employé quand même, de réaliser des choses. C'est une bonne transition pour parler d'Amina, qui est experte en formation. Elle nous parle un peu de son parcours et du rôle de la formation, avant qu'on en vienne vraiment aux cas pratiques, aux problèmes qui sont rencontrés au quotidien. Merci Sarah et merci pour l'invitation Dorine. Alors, la formation, ça me fait vraiment plaisir d'en parler parce que ça a toujours joué un rôle déterminant dans les différentes phases de ma vie. D'abord, plus jeune, j'étais extrêmement timide. Donc, le seul moyen qu'on me colle la paix, c'était d'avoir des bonnes notes. Donc déjà, je comprenais que c'est important parce que bon, souvent, quand on est enfant, il y a vraiment cet élément de récompense. Si tu travailles bien, voilà toutes les récompenses que tu auras. Donc très tôt, j'ai compris que les formations, c'est important. Après, l'autre élément également, pour moi, très tôt, j'ai vu à quel point le fait que mon père ait été celui qui avait le niveau le plus élevé d'études dans sa famille faisait que le cadre de vie que nous, on avait par rapport à mes cousins, par rapport à mes cousines, il y avait un très grand gap. Donc là aussi, j'ai compris, Amina, si tu veux t'en sortir, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes experte dans quelque chose. Et pareil, le papa nous disait tout le temps, il faut être expert. Et quand on lui disait, oui, qu'est-ce que je peux faire et autres, il dit, non, tant que tu es excellent, tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc c'était déjà parti de ce côté où j'étais très claire sur cette partie-là. Ensuite, je fais partie de la génération qui a vécu le avant et le après Internet. Donc, comme il fallait bien travailler, je me rappelle à quel point c'était difficile de trouver des ressources quand il fallait faire un exposé et autres. Et je pense que je ne me suis jamais remise de Internet, et maintenant je ne me remets toujours pas de l'intelligence artificielle, parce que du jour au lendemain, c'était possible d'apprendre tout ce que l'on voulait grâce à Internet. Donc, après cette première partie d'études et autres, c'était cette prise de conscience que je pouvais devenir experte dans n'importe quel domaine, à condition que je passe suffisamment de temps à me former et à lire. Donc, très tôt dans ma carrière, d'abord moi en tant que salarié, quand j'ai d'abord commencé par une ONG, ensuite j'ai fait quelques années à KPMG, et quand j'ai intégré ces différents postes-là, quand vous êtes dans une boîte de conseil, qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? On te dit, on a un client qui est dans l'industrie cinématographique, et quand tu es là, tu es KPMG, tu ne peux pas avoir l'air d'être débutant. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller rechercher, faire des comparaisons, faire un benchmarking pour avoir l'air d'être un expert quand tu es en face de ce client qui, lui, c'est son domaine, c'est ça qu'il vit tous les jours. Il vient payer très cher pour avoir du conseil, donc il faut que tu sois crédible en face. Et du coup, très jeune, je me suis rendu compte que plus je passe de temps à me former, à me préparer, et plus je suis crédible.
Et donc, j'ai commencé à ne faire que ça. Du coup, en termes de progression, même en termes d'emploi, ça m'a permis d'aller très, très vite. Quand j'ai décidé de rentrer au Sénégal, j'ai contacté Mustapha, qui est le directeur général de Solid. Et le fait d'avoir vraiment cette compréhension de, OK, quels sont les enjeux, quels sont les besoins, comment je me forme, c'est comme si je n'ai jamais vraiment attendu de devoir attendre une candidature. J'allais voir les gens, je disais oui, j'ai analysé ce dont tu as besoin, voilà ce qu'il te manque, donc tu as besoin de moi. Et ça a toujours marché. Même quand il a voulu recruter un directeur commercial, j'avais même pas été commerciale, et il m'a dit, écoute, je vais te donner le poste de directrice commerciale, je te fais confiance, je sais que tu sauras gérer ça. J'ai peut-être lu, je sais pas combien de bouquins dans le domaine, testé, pratiqué, et donc sur toute cette partie de ma vie, voilà en quoi prendre conscience que je pouvais me donner moi-même les ressources a été déterminant dans les différents postes que j'ai occupés. Et ensuite, maintenant, quand on arrive dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que tous les clients que j'avais qui échouent à un moment, qui vont avoir une crise de croissance, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à recruter. Donc là, ça mettait à nouveau l'importance d'avoir des ressources qualifiées, l'importance de savoir comment gérer ces ressources-là, parce qu'après, ton niveau d'avancement est proportionnel au niveau d'avancement des membres de ton équipe. Et c'est là que maintenant, il fallait trouver d'autres mécanismes pour s'assurer que, même quand on n'a pas les moyens et qu'on recrute des personnes qui ont un profil débutant, comment on les accompagne, comment on leur fait comprendre que si tu ne progresses pas, je ne progresse pas. C'est très bien tout ce que tu dis, parce que je pense que Rokhaya peut t'appuyer, puisqu'elle a un cabinet justement de recrutement. Dans le day-to-day, au quotidien, quels sont, si tu veux, les scénarios auxquels tu es confronté s'agissant justement du recrutement du personnel, Rokhaya? Oui, alors quand il s'agit du recrutement, le marché est actuellement très tendu. D'accord ? Pourquoi le marché est tendu? Ça revient à ce que Sarah, vous étiez en train de dire, l'inadéquation entre les compétences disponibles et les compétences attendues par les organisations qui ont besoin de recruter. Pourquoi cela? Parce que si on regarde l'écosystème actuel, et donc on va simplifier, il y a les employeurs, il y a les employés, donc les gens qui vont travailler, et il y a les régulateurs. Donc, ce qui nous permettent de ces deux parties prenantes-là de fonctionner dans le marché. Si chaque partie ne joue pas son rôle, on a un problème. Donc, le problème de l'inadéquation des compétences disponibles par rapport aux compétences attendues, ça vient du fait de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, mais aussi l'entrepreneur a une responsabilité. Quelle est l'implication de l'entrepreneur dans le design, dans la conceptualisation de ses besoins sur notre marché? Donc aujourd'hui, le secteur privé a un rôle très important dans l'employabilité, aussi bien des personnes qui vont être disponibles sur le marché. Donc, on en discutait tout à l'heure. À quel moment on commence à préparer cette employabilité-là? Aujourd'hui, le Sénégal est un pays sous-développé. On a une population jeune. Plus de 60% de la population a moins de 24 ans, c'est ça. C'est une excellente opportunité pour le pays. Donc ça veut dire tous les problèmes qu'on a, parce que nous, mes collègues qui s'occupent de recrutement sont dans la salle, on a du mal à trouver les compétences qu'on nous demande de chercher. Il y a deux problèmes. Un, les entreprises n'ont pas mis à jour leurs besoins en compétences, parce que les entreprises, pour recruter, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent une description de poste qu'ils ont sortie de leur fichier d'il y a 10 ans, et ils disent « recrutez-moi ce poste-là ». Mais le monde a changé. Il y a l'après-Covid, il y a l'intelligence artificielle qu'a mentionné Amina. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur un marché du travail mondial. On a compris pendant la Covid qu'il n'y a plus de frontières,
que tout le monde a travaillé de chez soi et qu'en fait, sur certains métiers, on n'a plus besoin de recruter des gens qui viennent au bureau. Et il y a des gens qui ont choisi de rester chez eux et de travailler, qui ne sont pas forcément des entrepreneurs. Donc, les règles du marché ont totalement changé. Du côté des entreprises, ils ne sont pas du tout à jour, Sarah. Ils disent, ils recrutent, mais en fait, le problème qu'on a pour identifier les compétences, c'est qu'il n'y a pas eu de mise à jour de leur logiciel de compétences en entreprise. Le monde a changé. Ça, c'est un. Du côté de ceux qui recherchent du travail, il y a des effets de mode. Je ne sais pas combien d'entre vous entendez parler de cette filière, je prends un exemple précis, transport logistique. Tout le monde veut faire transport logistique. Quand on dit, j'ai même regardé une vidéo sur TFM parce que j'ai une maman qui est à Genève qui m'envoie une vidéo et dit son fils a eu le bac et lui a envoyé cette vidéo en disant c'est la filière qui permet de trouver du travail. Vous voyez? Donc on a un problème de communication. Donc ça veut dire que la responsabilité dans l'enseignement supérieur, la responsabilité des écoles de commerce ou même des programmes scolaires, c'est de faire en sorte que les compétences qui sont en train d'être fournies aux futurs professionnels correspondent aux besoins du marché du travail. Donc aujourd'hui, on peut peut-être pointer du doigt aussi les régulateurs qui peuvent jouer leur rôle de facilitateur pour que ces deux parties prenantes-là puissent trouver cette adéquation nécessaire à l'insertion professionnelle des jeunes. On ne va pas y arriver tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là. Donc, pour revenir à la question, nous, en tant que cabinet de recrutement, on a énormément de problèmes pour trouver des compétences. Parce que ce n'est pas disponible sur le marché. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est plus... Parce que souvent, juste pour dire que beaucoup d'entreprises qui recrutent ont un focus sur les compétences techniques, même si ils nous disent « Oh, les compétences comportementales, c'est important, les soft skills, c'est important », ils n'investissent pas sur les soft skills. Ils vont toujours regarder celui qui a les compétences techniques. Le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que une fois qu'ils recrutent la personne qui a les meilleures compétences techniques, cette personne ne sait ni lire, ni écrire, ni communiquer, ni comprendre l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a d'autres compétences nécessaires au-delà des compétences techniques qui font que le mariage ne se fait pas, ou quand le mariage se fait, les divorces sont très fréquents. D'accord ? Donc c'est une réalité que nous vivons et nous allons réfléchir avec, nous espérons qu'aujourd'hui il y a des opportunités qui nous permettent de réfléchir pour trouver des solutions. Le marché va être d'autant plus tendu que les entreprises internationales recrutent sur nos marchés parce que le coût du travail est moins fort. Vous voyez, donc le principal problème du recrutement, c'est ce que vous avez mentionné, l'inadéquation, mais aussi c'est la régulation du marché qui n'est pas bonne. Il y a beaucoup les parties prenantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je remarque au Sénégal, et je l'ai vu aussi dans beaucoup d'autres pays en Afrique, c'est que ceux qui recherchent un emploi ne sont pas proactifs. Ils pensent qu'ils sont allés à l'école, ils sont sortis de l'école, ils doivent trouver un emploi. Justement, c'est là où j'allais en venir. Comment aujourd'hui on aide les employables? Comment faire pour qu'ils deviennent employables, justement? Une fois le bac en poche, la licence en poche, la maîtrise en poche, je dis tout et n'importe quoi. Comment faire pour trouver un emploi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Quelles sont les armes dont il faut se munir en 2024 aujourd'hui pour aller sur le marché de l'emploi? Alors, juste avant, pour revenir sur le point sur le cadre réglementaire, si on pose la question dans l'audience, combien de personnes après le bac se sont retrouvées orientées dans une filière qu'ils n'avaient pas choisie? Vous pouvez lever la main? Ok, c'est un problème. Tu finis, tu as ton bac, et on t'oriente en géographie, rien contre la géographie, en philosophie, en histoire, alors que ce n'est même pas ce que tu veux faire. Mais on a dit, voilà tes notes, donc on t'oriente dans cette filière. Et après, déjà, tu as ce problème de motivation, tu as les personnes qui sont découragées ou qui se retrouvent dans des filières qui ne recrutent pas beaucoup non plus. Donc, sur la partie réglementaire, je pense que c'est un point à revoir parce que, par contre, quand tu as fait le programme français, par exemple, tu as un choix de dire, OK, voilà ce qui m'intéresse et qu'on puisse te dire, en fonction de ce qui t'intéresse, voilà les universités qui t'acceptent.
Et je pense que dans les autres pays également, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est un point sur lequel ceux qui ont en tout cas l'occasion d'échanger, d'être présents avec les régulateurs, c'est un point sur lequel il va falloir mettre le doigt. C'était quoi la question, Sarah? L'employabilité. Comment être employable? Alors, j'ai tellement de choses qui se battent dans ma tête, mais je te laisse répondre après. Amina peut venir en appui. Oui. Mais ce qu'il faut, les armes dont il faut se munir, mais vraiment pour affronter le marché de l'emploi. Oui, et juste, il faut dire que l'employabilité, c'est la responsabilité de l'entrepreneur comme du salarié. En tant qu'employeur, si on veut... Les employeurs, prenez un stylo. Ouais. Les futurs employeurs. Futurs entrepreneurs. Donc, les futurs entrepreneurs. Oui, en tant qu'employeur, pour contribuer à l'employabilité et faciliter votre capacité à identifier les compétences dont vous avez besoin, vous devez contribuer au développement des compétences sur notre marché. Et ça, c'est ce que moi je vois par exemple Amina faire ou beaucoup d'entre nous. On va aller dans l'école de nos enfants, parler de nos métiers. Donc moi, mes enfants sont dans une école où chaque année, ils font ce qu'ils appellent le carrefour des métiers, où tous les métiers sont invités pour que les enfants comprennent ce que ça veut dire un métier et qu'est-ce que ça demande pour pouvoir y arriver. Donc, nous devons faire la promotion de nos métiers pour que les gens comprennent, parce que souvent, ça réveille des vocations. Donc, l'entrepreneur a une responsabilité dans l'employabilité, dans le sens où, dans la mesure... Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé en France et ce que j'ai vu en France, par exemple, les secteurs professionnels sont très forts dans le marché du travail. Ils investissent énormément dans la formation pour qu'il y ait de l'employabilité, pour que les compétences nécessaires au développement économique soient disponibles sur le marché du travail. De mon côté, moi, si je suis employé ou futur employé, ben, je dois me connaître. C'est ce que disait tout à l'heure Monsieur Si, c'est ça? Ah, oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais, pour rejoindre ce que tu disais, Amina, je vais aussi parler de la responsabilité des parents. Combien de parents ont la capacité de comprendre les compétences que les enfants souhaiteraient développer dans le futur? Ou bien, combien de parents créent des conditions pour que les enfants s'expriment dans leur potentiel à 100%? Donc ça commence à la maison. Donc ça commence aussi dans les programmes scolaires. Qu'est-ce qu'on investit, nous, pour que les programmes scolaires contribuent à développer les compétences nécessaires au développement des individus dans leur âge adulte? Ça, c'est la première responsabilité. Quand on est en âge adulte, on est responsable de soi. Qu'est-ce qu'on fait pour connaître sa voie et réussir? Donc c'est là où la responsabilité de l'employé, c'est de comprendre les besoins du marché et mes capacités, pour pouvoir orienter mes capacités vers les besoins du marché. Donc, la formation, ce n'est pas seulement d'aller à l'école, d'avoir le bac, d'avoir un master, d'avoir un PhD, etc. C'est, au-delà des compétences techniques, quelles sont les autres compétences dont le marché a besoin pour que je puisse réussir? Et ça, il faut le comprendre. C'est des compétences de communication, c'est le numérique maintenant, c'est les langues, c'est savoir écrire. Ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle écrit pour nous qu'on ne doit plus savoir écrire. Les personnes qui vont réussir dans le futur, c'est les personnes qui sauront mieux utiliser l'intelligence artificielle pour renforcer leurs compétences dans toute la série de compétences nécessaires pour réussir dans la vie. Donc c'était long, mais... Compréhensible. Ça n'a pas été long, c'était très pédagogique. Amina, tu veux rajouter quelque chose sur l'employabilité? Enfin, le fait de devenir employable, de trouver du travail sur le marché de l'emploi, les exigences aujourd'hui. Comme je dis, pour moi, ça a toujours été une responsabilité que j'ai prise personnellement. Donc, la méthode que j'ai utilisée dans les différents postes que j'ai eus, c'était si je sais que voilà le poste pour lequel il y a une demande, ou voilà le domaine qui m'intéresse. Prenons le coaching. À un moment, j'ai fait un changement de carrière. Je me suis dit, OK, le coaching m'intéresse de plus en plus. Ce que je faisais m'intéressait de moins en moins. Et c'est la période où j'ai lu un auteur, je ne sais plus si c'est Zig Ziglar, qui expliquait que si tu consacres 1 heure par jour
à n'importe quel sujet de formation, au bout de 5 ans, tu obtiens un niveau non pas national, mais un niveau d'expertise internationale sur le sujet. Comme je suis pressée, comme ils ont mis il faut 1 heure par jour, je me suis dit je vais mettre 2 heures par jour. Et donc, pour ceux qui sont en train de travailler et qui ont cette ambition de devenir entrepreneur, à l'époque, je travaillais encore. Et donc, je me suis dit, au lieu de mettre 1 heure par jour dans le sujet qui m'intéresse, je vais mettre 2 heures par jour. À un moment, je me rappelle, mon mari qui est dans la salle me disait, mais est-ce que ça va? Parce qu'il me semble que tu réécoutes tout le temps les mêmes sujets, les mêmes contenus. Et ce qui s'est passé, donc, Solid, c'est une société qui est partenaire Microsoft. Et donc, chaque année, Microsoft a invité tous les partenaires à l'international pour motivation et autres. Et donc, je suis dans la salle. Ça fait 2 ans que je suis dans cette démarche de auto-apprentissage, lire tout ce qui me tombe dessus. J'écoutais plus de musique, j'écoutais que YouTube. Donc, c'est un peu quand il dit qu'il s'était enfermé. Et donc là, je suis assise, le monsieur est en train de faire sa présentation, donc des coachs internationaux payés 50 000 $ et autres. Et donc j'écoute le monsieur, quand il fait sa présentation, je me dis, ah tiens, ça c'était dans le livre de Jim Rohn. Ah tiens, ça c'était dans la recherche de tel individu. Et donc le monsieur, il finit sa présentation et je me dis, ah, j'ai rien appris. Ça veut dire que quelque part, j'ai atteint ce niveau que je voulais. Maintenant, quand j'ai analysé le marché, je me suis dit, OK, si je fais juste de l'auto-formation et je dis je suis coach, il va me manquer de la légitimité, de la crédibilité. Donc j'ai recherché, j'ai dit, ah, dans ce secteur-là, comment je vais avoir la crédibilité, comment je vais avoir cette reconnaissance, il me faut une certification. Et donc j'ai investi pour aller me faire certifier dans ce domaine-là. Aujourd'hui, j'ai fait le coaching pendant 5 ans. Je fais de plus en plus de formations. J'ai vu que l'UVS a un master en sciences de l'éducation. Je me suis dit, OK, vu que c'est tellement simple maintenant de devenir coach certifié, parce que maintenant, même si tu vas sur Internet, tu fais 3 semaines de cours, on te dit, ça y est, tu as une certification, ça ne me suffit plus d'être coach certifié, parce que je ne suis plus au-dessus de la mêlée. Et donc, je me suis dit, ouais, un master, les gens ne vont pas être motivés à faire un master. Donc, pour monter mon niveau de crédibilité et ma valeur par rapport aux autres, je vais m'inscrire et prendre 2 ans pour faire le master en sciences de l'éducation. Et donc, c'est vraiment toujours ce qui est important, c'est de regarder, OK, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine? Qu'est-ce que les autres font? Comment je peux faire quelque chose de plus ou quelque chose de différent? OK? Donc, par rapport à l'employabilité, c'est un peu la même démarche que je vous invite à adopter et comprendre que, quelle que soit l'école où vous avez été, ce qu'on vous a appris dans des modules de 40 heures, c'est jamais suffisant pour pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise. Alors, je pense qu'on peut, pour gagner du temps, parce que j'imagine que dans la salle, il y a forcément des gens qui souhaiteraient poser des questions assez précises par rapport à ce qu'elles font. Et je pense que les débats seront beaucoup plus enrichissants comme ça. C'est-à-dire qu'on parte de vos questions à vous, hein, pour y apporter des réponses. Donc, si le micro-baladeur, il est prêt, s'il y en a qui veulent poser des questions spécifiques à Rokhaya, Mohamed ou Amina. Pour donner le courage, je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Courage. Juste pour ajouter sur ce que disait Amina, je pense que ce qu'il faut surtout savoir, c'est ce que j'ai compris, hein, Amina, dans ce que tu as partagé, c'est l'investissement que nous mettons nous-mêmes sur notre développement professionnel et personnel pour à chaque fois être à jour, en fait. C'est ça l'employabilité. Et dans ça, ce que j'ai aussi entendu, que tu n'as pas dit, c'est que tu es aligné avec toi-même. Ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, ce qui t'attire, etc. Et ça, c'est la partie la plus importante. On peut faire toutes les études qu'on veut. Si c'est comme mettre un greffon qui ne tient pas. Il faut que ça s'accroche. C'est comme si vous versez de l'eau sur une pierre. Ce n'est pas la même chose que quand vous versez de l'eau sur une éponge. Voyez. Donc, il faut que vous ayez la capacité d'absorber les connaissances qui correspondent à qui vous correspondent. Donc, vous connaître, c'est la première étape
pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, pour ceux qui vont aller sur le marché du travail, pour ceux qui sont à l'école. Il faut se connaître. La connaissance de soi, c'est le début. Si vous faites ce que Mohamed a dit, ou si vous pensez que Mohamed il fait un chiffre d'affaires de 250 millions de francs dans le marketing, que demain vous allez créer une entreprise de marketing, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que ça correspond avec la situation qui va vous permettre de donner 500% de vous pour réussir. Et ça, si vous n'êtes pas dans le secteur qui vous intéresse, qui vous passionne, où vous avez envie de vous développer, ben ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut savoir. L'alignement avec soi, c'est important. C'est pas je vais faire transport logistique parce que tout le monde fait transport logistique, ou je vais faire avocat parce que mon père est avocat. Non, c'est quelles sont mes compétences. Chaque individu vient avec son génome. Et nos différences, ben c'est ça qui nous enrichit en fait. Donc il faut bien prendre le temps de bien se connaître. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui peuvent vous aider si vous n'avez pas la capacité de le faire. Ou bien avoir des mentors ou aller dans des conférences comme là, parce que c'est la meilleure manière aussi d'apprendre, c'est le partage, ainsi de suite. Donc l'investissement que vous allez mettre sur vous-même parce que vous avez pris le temps de mesurer vos capacités et d'aller vous accrocher à ces choses qui vous propulsent, c'est très important. Alors moi J'allais dire, sur le fait de se connaître, moi j'ai mis 36 ans à me connaître. Je trouvais que ceux qui réussissaient à savoir, ça c'est ma passion, je trouve qu'eux, ils avaient énormément de chance. Moi, je ne savais pas c'était quoi ma passion. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'expérimentais tout. Et c'est surtout sur ça que je veux revenir. C'est important d'expérimenter, de tester, parce que je pense que ça aussi, c'est ce qui nous manque dans notre parcours. On a des personnes qui vont jusqu'en maîtrise, qui n'ont jamais fait de stage, qui n'ont jamais rien fait. Donc moi, je ne savais pas. Donc j'ai eu cette phase où j'ai fait 20 métiers différents. Il fallait que je fasse d'abord, que j'aille au bout pour savoir que, ah non, finalement, c'est peut-être pas ça. Mais au début, j'étais convaincue. Comme on m'avait dit, il faut être bon, j'allais à 100%. Donc, parfois, si on ne sait pas aussi, si on ne sait pas avec quoi on est aligné, tester.